Bonjour, je vais évoquer aujourd'hui un sujet fondamental qui est la transmission de la danse traditionnelle, ou tout au moins la danse issue de la société traditionnelle. Et depuis des décennies, cette transmission n'a cessé d'exister. Autrefois, la transmission était davantage mimétique, on peut dire, dès le plus jeune âge. Les enfants, grâce à des images visuelles, des ressentis auditifs, apprenaient la danse, un petit peu sur le tas, comme on dit. Cette transmission, au cours du XXe siècle, notamment entre les deux guerres, déjà un petit peu avant la guerre 14-18, mais entre les deux guerres, cette transmission s'est modifiée, à savoir que on a donné de plus en plus d'outils pédagogiques, des recettes un petit peu aux plus jeunes pour continuer à transmettre la danse, mais avec une transmission que j'appellerais un petit peu plus dirigée. Cette transmission s'est effectuée donc dans les années 60-70, après la dernière guerre. Cette transmission a été mise en valeur, valorisée par les grandes confédérations de danse qui, donc autant pour Kendall que pour Warler, se sont unies, j'en parlerai tout à l'heure, en une seule fédération. Et ces deux grandes confédérations ont mis en place des cours, ont mis en place des cursus pour former de plus en plus de jeunes moniteurs. Je vais évoquer à présent les différents lieux de transmission de la danse, en commençant par ce grand rassemblement populaire qu'on nomme le Fest-Noz. Le Fest-Noz, qui a pris la suite des anciennes veillées communautaires qui se faisaient en milieu rural à la campagne, qui s'est transposé en salle sous l'impulsion de Loïs Ropars dans le centre-Bretagne, à Pulawen exactement, en 1954. Ce qui a changé, c'est que les chanteurs se sont mis derrière des micros, que les danseurs, au lieu de danser à l'extérieur, ont dansé dans des salles fermées et avec des affiches, alors qu'avant, c'est le bouche à oreille qui renseignait les gens sur ces circonstances de danse. Une deuxième famille, un deuxième lieu de transmission, bien évidemment, les cercles celtiques. Le cercle celtique est apparu entre 1900 et 1920 pour les premiers en Bretagne, et il y en a actuellement 150 à 200 qui donc font de la transmission de danse en répétition, en stage, donc des transmissions qui sont beaucoup plus dirigées que la transmission mimétique d'autrefois. Troisième famille, qui existe depuis une trentaine d'années, des groupes de danse qui s'intitulent des groupes loisirs. Ce sont des personnes qui, pour le simple plaisir d'aller danser au Fest-Noz, ont envie de perfectionner leur technique, leur stylistique de danse, et qui se regroupent entre elles, alors soit dans le cadre d'une association ou non, de façon hebdomadaire, un jour par semaine, un soir par semaine, pour travailler des danses avec des moniteurs, soit chez eux, où ils font appel également à des moniteurs des différentes confédérations. Un lieu de transmission, peut-être plus informel, mais néanmoins aussi important, ce sont certains grands festivals. Et donc, je vais donner pour exemple le festival Le Cornouaille à Quimper et le festival interceltique à Lorient, où dans les deux cas se transmet de l'initiation à la danse depuis 30, voire une quarantaine d'années. D'autres lieux, comme les centres culturels, on en trouve à Brest, à Lannion, à Mériadec et dans d'autres villes de Bretagne, où en plus des cours de musique, il y a donc des cours de danse. On rencontre aussi la transmission de la danse en milieu scolaire, principalement dans les écoles primaires, mais également en milieu étudiant, notamment au CFMI, le centre de formation des musiciens intervenants, qui se trouve à Rennes. S'identifier sous le nom de Larité. Un autre lieu important de transmission, c'est celui de l'association qu'on appelle Bagadou, qui font plusieurs concours dans l'année et qui, en vue de ce concours, font appel à des intervenants de danse pour cibler, pour s'intéresser à un territoire donné, autant au niveau technique que stylistique des airs à danser, pour mieux les interpréter sur l'instrument, que pour aussi acquérir un savoir un petit peu plus important au niveau du savoir culturel d'un territoire donné. Pour terminer les lieux de transmission,
Il faut quand même citer la cellule familiale, au sein de laquelle la transmission, même si elle est ponctuelle et de manière assez informelle, se pratique depuis longtemps. On pourrait citer des grandes familles dans lesquelles on a transmis et la danse et les chansons aux enfants qui posaient des questions à leurs parents, grands-parents, et auxquels ils répondaient volontiers. Donc c'est très informel, mais il y a forcément une transmission des pas, une transmission d'une idée de la danse dans ce cadre de la cellule familiale. Je vais aborder à présent un sujet important, qui est celui des sources, et notamment de la bibliographie. Au cours du XXe siècle, on rencontre deux ouvrages, dont un paru en 1936, écrit par Madame Erroinès Galbrin, qui a une vue quand même un peu romantique de la danse traditionnelle, et qui, par certains écrits, nous donne une vue un peu fantasmée de la pratique de la danse à cette époque. Dans toutes les gavottes, on retrouve le passe Dréau, pas en arrière du pied droit, qui imprime à la chaîne des 4 danseurs un joli mouvement de vague. Il est permis de voir dans ce pas arrière un dérivé de ce rond de jambe qui, dans la gavotte Louis XIII, amenait la révérence. Un petit peu plus tard, Père Jacques Célias, grand conteur écrivain du pays bigoudin, écrit quelques bâches sur la danse traditionnelle, avec également un petit peu trop de romantisme quant à ses écrits sur cette pratique populaire. Quelques années plus tard, Jean-Michel Guilcher, né à Saint-Pierre-Quilbignon à côté de Brest, né en 1914, biologiste, s'intéresse à la danse traditionnelle aux abords de la guerre 39-45 et commence une enquête phénoménale en 1946, parcourt plus de 350 communes en Basse-Bretagne, rencontre plus de 2500 informateurs, pour certains nés à la fin du 19e siècle, donc des gens déjà très anciens, mais pour certains qui ont des souvenirs assez vivaces. Et Jean-Michel Guilcher écrit un ouvrage monumental qui fera l'objet d'une thèse en 1963. C'est l'année où sort son ouvrage. Et le jour où Jean-Michel Guilcher, grand ethno-musicologue s'il en est, passe sa thèse, M. Leroy-Gourand, qui est le responsable du jury ce jour-là, dit à Jean-Michel Guilcher: « Aujourd'hui, M. Guilcher, ce n'est pas l'élève qui se présente devant le jury, mais le jury qui est devant l'élève. » La tradition ancienne conciliait deux exigences contradictoires: l'expression de l'unité du groupe, l'affirmation de l'individu. Comment la danse se transmet-elle? Quelle sorte de danseur la tradition modèle-t-elle? Quel est pour l'essentiel le contenu psychologique et social de la danse? Il faut répondre à ces questions avant d'aborder l'étude des mouvements eux-mêmes. Un autre outil de transmission, très important, notamment pour les plus jeunes, ce sont les films qui ont été réalisés au cours évidemment du XXe siècle, des films non sonores. C'est le cas des films de Jean-Michel Guilcher, qu'il a tourné avec une toute petite caméra Super 8 entre 1954 et 1960. Les films de Jean-Michel Guilcher renseignent donc sur la manière dont s'exprimaient les danseurs traditionnels, notamment en Basse-Bretagne. Plusieurs années après, un autre chercheur en danse traditionnelle, Georges Pogam, qui était né à Saint-Nazaire, a réalisé lui aussi énormément de films sur la danse. Certains sont sonores, et il a réalisé ces films sur la Basse-Bretagne, mais aussi beaucoup sur la Haute-Bretagne, la partie est de la Bretagne. C'est à chacun de nous fournir maintenant le fruit de ses recherches, afin d'apporter plus de couleur à ce canevas traditionnel dansé dont nous avons simplement essayé de tisser la trame. Dans les années 70-80, d'autres référents de la danse, hommes ou femmes, ont réalisé également des vidéos, telles Francine Lancelot sur la Haute-Bretagne et le pays gallo-ventais, Viviane Elias sur le Centre-Bretagne ou le pays bigoudin. Si on parle des sources, il faut parler des documents. On a évoqué la bibliographie, mais il y a aussi des livrets de terroir, des fiches techniques, des dossiers de danse, qui ont principalement été réalisés par les deux confédérations, réunies aujourd'hui dans la confédération Kedler. Et donc, les différents moniteurs ont écrit beaucoup depuis 30-40 ans pour laisser en fait des traces pour les jeunes danseurs actuels au niveau de leur apprentissage. Depuis quelques années, différents référents ont établi une cartographie de la danse, mais pas uniquement,
pour montrer que la Bretagne est un petit peu morcelée en différents territoires, dont le caractère identitaire ressort principalement au niveau des guises, des modes vestimentaires, de la langue et du langage, mais aussi des pratiques différentes de danse et également de l'accompagnement vocal et instrumental. Il faut citer aussi, au niveau de la transmission, des cours théoriques, des cours un peu plus pratiques, mis en place par les deux confédérations, la confédération Kendall, la confédération Warler, il y a 10 ans, 20 ans, 30 années, pour former des nouveaux moniteurs, avec à la fois du savoir, ça veut dire des cours théoriques mis en place, mais également ce qu'on appelle des mises en situation pédagogiques pour éviter les écueils inévitables quand on est jeune pour transmettre la danse, et surtout ne pas trop la figer. Il est essentiel maintenant d'aborder le public, les différents publics qui s'occupent de la transmission de la danse, qui s'y intéressent, voire qui la subissent quelquefois. Alors le premier public, c'est ce qu'on appelle souvent le grand public. Ce sont les gens qu'on trouve dans les initiations à la danse de Bretagne ou dans l'année quand il y a une animation et qu'on appelle le public à venir à s'essayer à une danse. Donc ce public est souvent fier de l'identité bretonne, mais n'a pas choisi en particulier cette pratique de la danse bretonne. Un autre public dont on ne pourrait se passer, c'est celui du Fest-Noz. Il faut avant tout dire que le Fest-Noz a été reconnu il y a quelques années par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel. Et à ce titre, il a acquis des grandes lettres de noblesse. Les praticiens qui viennent au Fest-Noz cherchent avant tout l'ambiance, la convivialité, le partage. Et on se rend compte que dans ces Fest-Noz, le public est tout à fait intergénérationnel. Et ça, c'est fondamental. Un autre public, bien évidemment, c'est celui des groupes loisirs. Je l'évoquais tout à l'heure. Alors le public des groupes loisirs cherche un peu plus, donc davantage, la quantité des danses. Parfois seulement, heureusement, au détriment de la qualité. Les danses de Basse et de Haute-Bretagne sont regroupées par famille et il est très compliqué, fastidieux et difficile d'estimer la quantité, le nombre de danses différentes en Bretagne à partir du moment où elles sont souvent regroupées par famille et que certaines se ressemblent beaucoup. Terminons par ce public qui est celui de la Confédération Kendler et des différents cercles celtiques, les dizaines et les dizaines de cercles celtiques qui composent Kendler, où là, les motivations sont différentes. Elles sont multiples, diverses. On rencontre forcément les gens qui sont intéressés par la transmission en direction des plus jeunes. Donc c'est cela qu'on retrouve dans les différents stages de monitorat. Mais il y a aussi les danseurs dont le but premier est de revêtir un costume et d'offrir une prestation scénique, une chorégraphie aux différents publics en Bretagne, mais aussi en France et à l'étranger. Je conclurai donc en proposant non pas la solution, mais une solution parmi tant d'autres au niveau de la transmission de la danse, c'est de ne pas trop dogmatiser cette transmission, mais de la conserver et de proposer aux jeunes, aux stagiaires, aux différents danseurs, des chemins de transmission variés et multiples. La pédagogie, les pédagogies peuvent être autant performantes que nombreuses. Si ce MOOC vous a intéressé, il y en aura une quarantaine retraçant la culture bretonne dans son ensemble. Alors n'hésitez pas surtout à aller sur la plateforme www.mooc.bzh.